Développeurs, développeuses, salutations. Tout d'abord, désolé pour ce micro d'une qualité douteuse que j'utilise. Ma voix n'est déjà pas très agréable à écouter, mais si en plus elle est mal enregistrée, j'en suis désolé. Je compte faire plus de vidéos plus régulièrement, donc je vais essayer d'investir dans du matériel de meilleure qualité pour éviter de vous cramer les oreilles. Donc cet avertissement fait, on va pouvoir aborder en fait le sujet de cette vidéo qui est le tracing. Donc comme vous l'avez peut-être remarqué, j'utilise l'Unreal Engine 5 et vous pouvez suivre ce tuto, ces explications sur l'Unreal Engine 4. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de différence avec ces fonctions-là, que ça soit en Blueprint ou en C++. Donc voilà, vous pouvez utiliser la version 5 ou la version 4, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer en fait par le trace en fait qui est le plus connu et qui est utilisé depuis très longtemps, c'est le line trace. Donc pour ceux qui connaissent le line trace, je vous invite à passer en fait cette partie sur la vidéo. Je vais essayer de faire un timestamp là-dessus là, pour que vous puissiez passer à la suite, parce que là ça va être des explications pour les débutants. Donc je vais résumer très rapidement comment fonctionne un line trace et à quoi ça peut servir. Donc voici un line trace qui est représenté par une ligne ici. Voilà, c'est un debug que vous pouvez activer. Donc un line trace en fait va avoir un point de départ et un point d'arrivée qui est défini par deux vecteurs. Bon, faut pas trop que je bouge la caméra, je sais que c'est désagréable pour ceux qui regardent. Donc ici mon line trace va permettre de savoir entre le point A et le point B si un objet est touché, s'il touche quelque chose, voilà, que ce soit par exemple ce cube, autre chose, voilà, un mesh ou une collision. Donc ça fonctionne avec les collisions, hein, qu'on soit bien d'accord. Si je désactive par exemple la collision sur ce cube, le line trace ne fonctionne plus. Donc je vais réactiver la collision sur ce cube. Hop, custom. J'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis un custom, c'est normal. On va remettre par défaut. Hop, et je vais remettre mon custom ici. Donc comment est-ce qu'on exécute ce line trace? Alors en Blueprint, il faut appeler la fonction line trace by channel. En fait, en réalité, vous en avez plusieurs. Vous avez line trace by channel, line trace by profile et line trace for object. Donc on va voir la différence après. Donc pour faire un line trace, comme je l'ai dit, vous avez besoin d'un start et un end. Ici, voilà, c'est les deux inputs qui vous sont demandés. Donc le start ici, bah, j'ai fait tout simplement, j'ai repris la location en fait de mon actor. Et pour le end, j'ai repris la direction de mon arrow, qui ici va vers le bas. Hop. Et j'ai multiplié cette direction-là par une distance. Donc ici, je l'ai mis en variable pour que je puisse la contrôler ici sur mon actor, enfin sur ma classe, pour pouvoir voilà, définir la longueur, hop, de mon line trace. J'ai ensuite ajouté à cette direction mon start pour pouvoir le mettre en fait dans le end. Si vous mettez simplement en fait votre direction ici, bon, si vous êtes des connaisseurs sur Unreal, vous allez savoir ce que ça fait. Pour les autres, je vais juste le montrer. Hop. Et vous allez avoir quelque chose de complètement farfelu, voilà, qui va pas vous du tout représenter en fait ce que vous voulez. Tout simplement parce que en fait votre direction est normalisée. Donc elle va être faite à partir du 0, 0, 0 de votre monde et ensuite va reprendre donc ma direction de là-haut, donc vers le bas, et va être multipliée par
ma distance. Donc ici 5 mètres. Sur Unreal, en fait, on a des centimètres en unité. Donc ici 500 représente 5 mètres. Et vous allez en fait avoir, hop, si je le fais, je le représente, je sais pas, je fais un petit shape, une sphère, hop, qui représente le 0,0 du monde. J'essaie de la mettre un peu plus petite. Voilà. Donc ici c'est le 0,0,0 du monde en fait dans l'Unreal. Et je vais reprendre voilà, la direction de mon arrow. Et elle va aller jusqu'à moins 500. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi sur mon blueprint. Et si on regarde en lançant, on voit que c'est exactement l'endroit auquel il va. Hop. Ici, hop, je vais essayer de le montrer. Voilà. On voit voilà, qu'il part de mon start et qui va jusqu'au end ici. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va ajouter au start la direction, ce qui va permettre hop, ici d'avoir ce que l'on souhaite, c'est-à-dire notre line trace qui va être dépendante en fait de la direction de la row. Donc, par exemple, si tu mets une rotation, on a exactement en fait ce que l'on veut, peu importe l'axe. Donc voilà ce qu'il faut en fait lui donner en input. Ici, vous avez le trace channel. Hop, qu'est-ce qui me fait? Pourquoi j'en ai en double? Bon, c'est très bizarre ça. D'accord, c'est très étrange. C'est pas grave. Normalement, vous, dans votre projet, vous allez avoir Visibility Camera. Voilà, c'est les deux en fait channels que vous avez par défaut dans le moteur. Donc ici, si je reprends mon cube pour vous montrer, hop, vous avez vos deux channels ici, Trace Responses, vos deux channels par défaut dans le moteur. Donc vous pouvez bien évidemment en ajouter dans votre projet en allant dans Collision, je vais y arriver, Trace Channel. Donc là c'est un peu dommage, on n'a pas exactement les mêmes noms pour définir en fait la même chose. Donc ça peut être un peu confusant pour les débutants, mais on s'y fait vite. Donc ici par exemple je vais me rajouter un nouveau Trace Channel. Par exemple Amy. Voilà. Hop, qui par défaut va bloquer mon trace. Enfin, les différents types de trace, hein, ça ne concerne pas que les line trace, mais tous les autres types de trace. Hop, je resélectionne mon cube et là il est apparu. Donc on va faire un petit test pour vous montrer à quoi en fait, comment fonctionne ici l'ignore overlap block. Donc par exemple je vais ignorer l'aiming. Ou on va faire le contraire, je vais ignorer la visibility et je vais bloquer l'aiming. Hop, je sauvegarde. Ici, dans mon line trace by channel, donc c'est-à-dire que je fais un trace euh, par rapport au channel ici qui est sélectionné. Donc ici, le line trace va être bloqué seulement par les objets en fait qui bloquent ici le line trace. Donc vous avez vos collisions presets ici qui vont vous permettre en fait d'avoir différentes configurations. Donc ici, voilà, je le modifie en custom pour pouvoir voilà, vous montrer plus facilement. Donc si je relance ici mon line trace, en fait il n'est pas bloqué. Tout simplement parce que cet objet ici ne bloque pas la visibility. Donc si je bloque, le line trace est bloqué. Maintenant changeons de channel, ici on va mettre aiming. Donc c'est-à-dire qu'ici je vais euh, exécuter en fait un line trace qui va être seulement bloqué par l'aiming, par le channel aiming. Donc ici mon cube bloque bien l'aiming, mais tout le reste, par exemple comme ce mesh ici, ce mesh là, qui représente l'environnement, il ne bloque pas l'aiming. Sauf si je dis une bêtise et que dans mes project settings, j'ai mis par défaut qui bloquait, voilà. Donc là pour l'exemple, je vais mettre en ignore, hop,
là je remets en blocking. Donc voilà, mon cube bloque mon line trace, mais par contre, tous les autres meshs présents dans ma scène, puisque là par défaut j'ai mis que c'était en ignore, que par défaut toutes les configurations étaient en ignoré, le line trace n'est jamais bloqué par quoi que ce soit. Sauf par mon cube qui lui bloque mon naming. Donc voilà, le line trace by channel est assez simple à comprendre. Donc on verra les autres paramètres un peu plus tard dans la vidéo. Ici, on va voir le line trace by profile et line trace for object. Alors, sont un peu plus compliqués à comprendre, surtout si vous êtes débutant. Donc là, il faut avoir une bonne compréhension en fait de comment les collisions fonctionnent. Donc ici, pour le line trace for object, vous allez avoir les mêmes paramètres qui vont vous être demandés, sauf qu'au lieu de sélectionner le trace channel, il va vous demander un array de object type queries, donc des enums. Vous pouvez faire un make array ici, et vous allez pouvoir ajouter autant d'éléments en fait dans le tableau que vous voulez. Donc par exemple ici j'ai ajouté world static et world dynamic. Donc que va faire ce line trace? Il va venir en fait tester les différents objets de la scène et il va appliquer un filtre. Il va dire si cet objet est world static, défini comme étant world static, il va venir le tester. Si l'objet, imaginons, hop, j'enlève ça, si l'objet est par exemple mon cube est un world dynamique, il va pas venir le tester. Ça permet voilà, de filtrer les résultats en fonction en fait du type d'objet. Donc vous pouvez définir le type d'objet ici en fait sous là dans vos collision presets. Bon, vous avez vos presets par défaut en fait qui vont venir définir le type d'objet. Ici moi par exemple dans custom je peux définir le type d'objet. On va dire que c'est un pawn, un statique, un vehicle. Et imaginons que ce cube soit un vehicle, défini comme étant un vehicle. Si j'exécute ici mon line trace, hop, je reprends les mêmes données en input. Et ici, j'aurais dû préparer ça un peu mieux. Hop, je vais reprendre mon hit ici. Hop, remettre ça sur ma fonction. J'ai mon debug qui est affiché, parfait. Je vais exécuter mon line trace et vous voyez que rien ne se passe. Le line trace n'est pas bloqué en fait par mon cube. Tout simplement parce que je l'ai défini comme étant un vehicle. Alors que sur mon line trace for object, je lui ai dit de filtrer en gardant que les objets world static. Donc si je repasse mon cube par exemple en world static, je vais avoir mon résultat, en fait mon line trace qui va être bloqué et me donner voilà, les données de hit. Voilà, mon cube est bloqué. Si je change de nouveau mon object type en world dynamic par exemple, il n'est plus bloqué. Donc à noter en fait ici que peu importe, par exemple je prends mon world static, donc là le line trace récupère en fait, va faire le test sur cet objet là, mais peu importe en fait ici que je lui mette que c'est bloqué ou pas. Par exemple, ouais, il n'aime pas ça quand on modifie en plain editor. Donc ici je vais remettre en world static et je vais lui dire d'ignorer toutes les réponses ici. Mon trace responses et object responses. Et bien mon line trace va tout de même être bloqué. Donc la raison en fait c'est que le cube a une collision et qui va venir tout de même tester en fait ce cube et le line trace va être bloqué par, par la collision du cube, pardon. Peu importe que ce soit en ignoré ou en bloc ou en overlap. Voilà, c'est quelque chose à savoir.
Donc voilà pour le line trace for l'object. À noter pour ceux qui veulent savoir que si vous voulez rajouter un object channel, vous pouvez le faire ici. Donc, par exemple, moi j'ai rajouté my object channel. Donc, vous pouvez définir voilà, ces réponses par défaut, comme avec le trace channel. Et ici, il va venir s'ajouter ici dans object responses ou dans votre object type. Ensuite, vous pouvez définir des presets. Donc vous en avez déjà un bon paquet de presets dans le moteur. Hop. Donc tous ceux que vous voyez ici, c'est ce qu'on a. Hop, ici les presets. Et chaque preset va venir définir en fait l'object type, comme là world static sur un block all ou un overlap, world dynamic sur un block all dynamic, overlap all dynamic. Bon, c'est assez bien foutu par défaut. Avec ici les pawns sur les spectators, character mesh, physics body, voilà bon. Vous pouvez modifier les channels ici, voilà les réponses, ignore, overlap block, que ce soit pour le trace type ou l'object type. Et enfin, on a le line trace by profile. Donc c'est celui, je dirais, qui est le plus chiant à comprendre. Personnellement, j'utilise pas, je l'ai jamais utilisé d'ailleurs, il me semble, dans mes projets. Bon, ça peut être utile, mais personnellement, je l'utilise pas et je suis pas sûr que ça soit très utilisé. Donc en fait, le profile name, c'est tout simplement les presets dont on vient de parler. Donc vous allez indiquer le name, par exemple pawn, et il va venir en fait récupérer ici les réponses. Trace responses, object responses, et du coup va venir en fait faire un line trace et en fonction des réponses ici, voir s'il peut être bloqué ou pas. Donc là, on va faire un test par exemple. Alors j'utilise très rarement, donc ça se trouve, je vais me gourer bien comme il faut. Je vais reprendre ça, ou pas, parce que c'est assez chiant au final. Hop, hop. Donc là, à noter pour ceux qui veulent le savoir aussi, un petit raccourci, vous pouvez appuyer sur CTRL. Il me semble, voilà, quand vous appuyez sur CTRL, vous avez une petite main qui apparaît, vous pouvez drag and drop en fait, l'input ou l'output. Hop. Donc ici, voilà, je vais faire mon line trace en fonction du profile pawn. Donc là ici, sur mon cube en fait, il va tout simplement récupérer. Alors il me semble que c'est ici que c'est bloqué. Si je fais ça, voilà. En fait, il va venir récupérer la réponse qui est définie. Et si mon object responses pawn, voilà, qui est défini par mon preset, donc là c'est en custom, mais qui est défini par le preset que vous sélectionnez, il va récupérer en fait le nom de l'object responses ou du trace responses. Et si sur cette réponse-là, vous bloquez par exemple le line trace, eh bien le line trace peut être bloqué. Par contre, si vous faites un overlap ou un ignore, le line trace n'est pas bloqué. Donc en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce type de line, oui je sais, t'aimes pas ça. Sur ce type de line trace, il va venir récupérer sur l'objet qui est testé la réponse qui est définie pour le profile name. Donc ici, voilà le profil que vous lui avez donné. Donc celui-là ouais, est un peu plus... Bon, au final, il n'est pas complexe, il faut juste voilà, bien comprendre comment il fonctionne. Donc voilà en ce qui concerne les line trace. Je vais vous montrer un petit exemple ici. Voilà, pour vous montrer à quoi peut servir éventuellement un line trace. Donc généralement dans les jeux vidéo, il est utilisé pour les tirs en fait. C'est là où on peut le voir le plus souvent, c'est quand vous avez une arme, le joueur vise et va
le développeur va pouvoir en fait savoir quel objet il va viser, tout simplement. Bon, pardon pour la caméra là. Donc moi ici en fait je me suis amusé, voilà, j'ai fait une arme qui bouge, voilà, qui est animée, et ici un target. Donc là dans mon arme j'ai codé ça de la manière suivante, c'est que j'ai fait voilà mon line trace by channel en récupérant la position et la direction. Ici bon c'est du socket sur l'arme, et je teste en fait si il touche ce plan ici. Voilà, tout simplement. La collision, c'est un carré, pardon. Et je vais tester si l'arme en fait vise ce plan. Et une fois que l'arme vise ce plan, je vais lui appliquer des dommages. Des damages, pardon. J'ai fait un franglais. Donc des dégâts, voilà, on va rester en français. Va appliquer des dégâts sur ce mesh, sur cette classe. Hop, je vais réussir à le sélectionner. Et cette classe, en fait, va récupérer les dégâts. Donc là, c'est avec le système hop, de base d'une nonnerie, là. Apply.damage. Donc ici, en fait, dans mon out hit, je récupère l'acteur qui est touché. Je teste simplement en récupérant sa classe si c'est bien la classe que je souhaite qu'il touche. Et si c'est vrai, je set un timer voilà, de 0,05 qui se répète. Donc tant qu'il touche la cible. Donc s'il touche pas la cible, voilà, c'est clear en fait. Enfin, le timer est tout simplement annulé. Et donc quand il touche, donc toutes les 0,05 secondes, il va appliquer des dégâts sur la target. Donc ici, voilà, système très simple. Prend plus de 500 de dégâts, enfin supérieur ou égal. Et du coup, il crée une nouvelle target et il détruit celle qui est actuellement dans le niveau. Je sais pas si on peut le voir là. Voilà, tout simplement. Et donc, tant qu'il n'a pas atteint, enfin, tant que la cible n'a pas reçu les 500 points de dégâts, je vais venir récupérer l'UV en fait sur le mesh. Enfin, le point où il est touché, ouais, je vais récupérer les coordinates UV. Et avec le render target, je vais simplement appliquer en fait un masque sur le shader. Et du coup, vous allez pouvoir voir ici, sur la cible, qu'il y a un masque qui est appliqué, voilà, noir en fait, vous voyez la texture en fait de bois. Et en blanc en fait, c'est les trous en fait qui sont appliqués avec le render target. Voilà, tout simplement. On reviendra sur les render target et sur ces effets-là dans une prochaine vidéo, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà un des exemples en fait que vous pouvez faire avec les line trace. Donc la seule chose à retenir, c'est qu'avec les line trace, vous pouvez savoir en fait quel objet est touché entre un point A et un point B. Et du coup avoir des données sur le point qui est touché. Donc maintenant, quelque chose qui est peut-être un peu moins connu dans le moteur, il n'y a pas que le line trace. Vous avez aussi le sphere trace, box trace, capsule trace. Donc en fait, ces trois autres types de trace vont inclure en fait une forme. Ici, par exemple, le sphere trace, ça va être la même chose que le line trace, il va fonctionner de la même manière, sauf qu'au lieu de tester sur une ligne, il va tester avec une sphère. Donc là, il va vous retourner pareil, le point qui est touché. Et vous voyez la différence que l'on peut avoir avec une ligne. Donc par exemple, la ligne, euh, voilà, c'est sur un point. Donc vous pouvez, voilà, par exemple, si je me rapproche très très proche du cube, vous pouvez, voilà, tester le point qui est ici. Et avec la sphère, en fait, il va prendre en compte le radius de la sphère pour faire ses tests. Et donc ici, par exemple, vous allez voir que le point, en fait, reste au même endroit alors que la sphère bouge. Jusqu'à ce que bah, ça arrive un peu plus
un peu plus proche en fait du bord de la sphère ici. Et il va venir en fait tester le point le plus proche en fait qu'il peut tester sur la géométrie. Donc vous avez différents types en fait de sphere trace, les mêmes en fait qu'on a en line trace, c'est-à-dire hop, ici, sphere trace by channel, sphere trace for object et sphere trace by profile. Donc je ne vais pas réexpliquer du coup comment ça fonctionne. Donc la différence que vous avez ici, c'est qu'en input, il va vous demander tout simplement le trace radius, qui va vous permettre, hop, de définir en fait le radius de la sphère. Et donc d'avoir voilà, des résultats différents, hop, en fonction du radius de la sphère. Donc contrairement au line trace, ici, sur votre out-it, vous allez avoir des valeurs différentes sur la location, impact point, normal, impact normal. Donc si je prends par exemple ma location, hop, impact point, il me semble que c'est celui-là, non c'est normal ici, hop, pardon, hop, ici je définis pas la location, et vous allez avoir quelque chose de différent. Mon plan est maintenant au centre de la sphère, peu importe le point qui touche. Vous avez encore le point ici qui est défini par le debug en fait, le debug intégré à la fonction, que vous pouvez activer ou désactiver, hein. Mais ici mon plan est défini, enfin mon plan ouais, est défini par la position de la sphère. Tout simplement parce que dans mon out-it, je lui ai demandé ma location. Donc la location en fait correspond au centre de la shape en fait, que ça soit une box, une sphère ou une capsule. D'accord? Donc là ici on peut le voir les différentes formes et j'ai mon plan qui est bien au centre de chaque forme. Si je reprends, alors il faut quand même que je désactive ça, hop. Si je reprends mon impact point comme tout à l'heure, mon impact normal, hop, ici, on voit mon plan voilà, qui est parfaitement à l'endroit où la sphère, en fait, le premier point que la sphère récupère en fait. Donc ici, voilà, on le voit bien, on a le même résultat que tout à l'heure. Donc c'est quelque chose d'assez important à prendre en compte, à garder hein, de côté, parce que vous n'aurez pas les mêmes valeurs ici. Donc vous avez les box et capsule trace, donc comme vous l'avez vu, c'est exactement la même chose, le même fonctionnement. Sauf que les formes en fait différentes vont vous permettre différents comportements en fait dans les systèmes que vous allez développer. Ici la capsule ressemble pas mal en fait à ce qu'on peut avoir avec la sphère en fait. Vous avez aussi votre rayon et votre hauteur voilà, qui sont testés. Hop. Donc voilà. La seule différence voilà, avec la sphère, c'est que vous avez la hauteur ici. Donc c'est plutôt pas mal et on va le voir en fait avec des exemples là sur les sphères et les capsules. On va voir les exemples en fait qui sont intéressants dans le cadre en fait de cette utilisation là de ces deux autres types de trace plutôt que le line trace. Donc ici je me suis amusé à faire en fait un cube qui lévite par-dessus des obstacles. Donc là comme vous pouvez le voir avec le line trace, il overlap en fait les, les obstacles. Donc comme il n'y a pas de collision sur ces objets-là, enfin s'il y a une collision mais il n'y a pas de physique qui est utilisée, il n'y a pas trop de soucis en fait. Vous n'allez pas avoir par exemple un cube qui va partir comme vous pouvez le voir dans certains jeux, un cube qui
qui va faire n'importe quoi avec la collision et s'éjecter à 3 km de haut, puis retomber, bon bref. Ici, en fait, ce cube-là n'a pas de collision, n'a pas de physique, il est juste défini en fait par un vecteur par rapport en fait au line trace ici qui me retourne une valeur. Donc là, il doit être en fait au-dessus de 20 cm. 2 cm, pardon. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est 20 cm, pardon. 20 cm au-dessus en fait de l'endroit où il touche. Ensuite, j'ai un smooth interp. Donc, je vais vous le montrer directement. Hop. Donc voilà, c'est très simple, hein. Je récupère mon ground 8, donc avec mon line trace. Pareil, je fais un line trace par rapport à la position de l'actor. Là, j'utilise le up vector que j'inverse, tout simplement multipliant par une valeur négative, moins 500. Et ici, je récupère tout simplement la location euh, du point en fait qui va être touché. Enfin, du point, de là où c'est touché, pardon. Et ici, dans ma fonction, je retourne tout simplement s'il touche ou pas, et la location. Ensuite, je fais tout simplement un setActor location avec soit un smooth lerp, en fait un f interp2 ou un f interp2 constant. Donc constant en fait c'est qu'il n'y a pas d'accélération et de décélération en fait sur la fonction. Ça c'est une fonction intégrée à l'Unreal, hein, pareil, par rapport voilà, à la speed et au delta time. Donc ici je lui dis tout simplement, je récupère mon target, ici c'est simplement sur Z. J'ajoute mon levitation 8, ma variable, ici j'étais à 20 dans l'instance ici. Et il va, lui, de son côté, en fait, faire le nécessaire pour que le cube, en fait, atteigne cette position-là, ce target. Donc là, on peut le voir à l'exécution. Donc ici, avec le line trace, on n'a pas un résultat qui est qui est visuellement acceptable, je dirais. Après, ça dépend de tout ce que de ce que vous voulez développer, mais moi ici, ça me plaît pas vraiment. Donc on peut augmenter, là dans mon système, je peux éventuellement essayer d'augmenter la vitesse ou au contraire la réduire. Je peux augmenter aussi la distance. Je vais dire, bah voilà, je le fais de plus haut, comme ça s'il descend un peu rapidement, hop, ça va éviter qu'il transperce. Donc ça fonctionne, mais c'est pas vraiment ce que je veux moi au niveau visuel, j'aimerais voilà qu'il évite, mais juste au-dessus des obstacles. Donc ce que je peux faire en fait, c'est d'utiliser tout simplement une autre forme. Au lieu d'utiliser une ligne qui va venir tester un point, donc le point ici va avoir une hauteur, je vais essayer d'utiliser par exemple une sphère. Et la sphère, elle, en fait, elle va permettre d'avoir comme une prédiction. En fait, elle va pas pouvoir en fait aller dans toutes les. Par exemple, ici, voilà, elle va pas pouvoir entrer dans ce petit espace. Et elle va permettre en fait au cube, voilà, de mieux anticiper. Donc, si j'augmente un peu la vitesse, on va avoir quelque chose qui est vraiment sympathique. Voilà, on a quelque chose qui est très intéressant. Donc après, bah, vous pouvez modifier le radius pour avoir quelque chose de plus ou moins, hop, plus ou moins réactif, modifier la hauteur, hop, modifier la vitesse, tout ça. Bon, ça fait partie du système que j'ai fait. Mais là, ici, dans le cadre de ce que j'ai fait, la sphere trace est quand même beaucoup plus euh, adapté en fait à ce que je veux faire. Donc je peux vous montrer un autre exemple où les sphere trace sont très intéressantes à utiliser. D'accord, ok. Donc un crash en plein enregistrement, c'est super. Donc l'exemple que je voulais vous montrer avant que le PC crash, j'ai un out of memory, c'est tout simplement en fait un véhicule voilà, qui l'évite dans mon jeu.
par rapport au relief, donc pareil que sur le cube, mais avec sur plusieurs points différents. Donc là où le line trace fonctionne mais va avoir en fait des soucis de réactivité, là avec les sphere trace, on va avoir quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus réactif, qui prend mieux en compte en fait les différentes formes euh, du relief, du landscape. Bon, j'ai pas ouvert ce projet-là en même temps que l'autre, je me suis dit que y allait avoir des soucis, mais j'en ai eu quand même. Bon, ça reste une version early access hein, sur la version 5 du moteur. Hop, donc là ici, je vais tout simplement m'amuser à faire passer un véhicule qui est vite sur un relief comme celui-là. Voilà, tout simplement. Hop. Donc ici, voilà, j'ai mon véhicule. Et en fait, au lieu d'avoir les roues classiques avec des essieux, les suspensions, tout ça, je le remplace en fait par des générateurs anti-graves. Donc pour l'instant, ici, il n'y a pas de mèches qui viennent remplacer ça. Bon là, c'est juste pour tester, hein, le système est encore en développement. Mais ici, voilà, on a quelque chose qui est vraiment intéressant en fait au niveau visuel. En fait, le véhicule s'adapte très bien en fait à la géométrie, au relief en fait du terrain. Et on va aller même faire un petit test. Donc là, bon, c'est le landscape. Hop, vous voyez que ça s'adapte vraiment bien au relief du terrain. Hop. Et on va même faire un test un peu plus extrême avec des tiles en fait qui bougent constamment. Et on va voir ici en fait que le véhicule réagit très bien en fait aux différents reliefs qui lui sont imposés. Et ça en fait ça fonctionne très bien grâce au Sphere Trace. Je vais essayer hop, de faire la même chose mais en utilisant les line trace. Alors ici est-ce que j'avais fait ça? Ouais, use the Sphere Trace. Hop, je vais faire la même chose mais avec des line trace tout simplement. Hop. Donc là, on n'a plus des sphere trace, mais on a des line trace. Et on va voir déjà, voilà, dès le début, le véhicule, hop, ne fonctionne pas tout à fait pareil. Il est bloqué. Là, voilà, j'appuie sur les touches. On peut le voir avec la flèche. Là, j'essaye d'aller dans les différentes directions. Et là, mon véhicule est complètement bloqué. Tout simplement parce que il va pas prendre en compte, il va pas prédire en fait, anticiper le relief. Il va le faire seulement sur un point en fait qui lui est donné. Donc ici, ça va être les différents points sur les line trace. Et on peut voir par exemple que cette roue-là peut toucher en fait ce relief ici, cette hauteur ici, et pas du tout anticiper ce qu'il y a ici. Le relief ici qui est bien plus important pour le véhicule. Et du coup, on se retrouve avec un véhicule qui est complètement bloqué. Donc pareil, ici, je pourrais contourner un peu ce problème en lui mettant une hauteur de lévitation un peu plus importante, de faire des line trace en fait qui sont définis par la direction. Par exemple, lui dire, au lieu de faire un line trace pile poil au bord de l'essieu ici, si je vais tout droit, par exemple là la flèche qui définit la direction, lui mettre un petit offset, en fait pour avoir comme quelque chose qui permet de prévoir en fait le relief qui va être devant lui. Mais c'est pas quelque chose en fait que je trouve clean en fait en termes de programmation. Et donc là le résultat, le résultat est, vous l'avez pu le voir vous-même, hein, est probant. L'utilisation des sphere trace fait toute la différence. On a un véhicule voilà, qui va avoir une meilleure en fait prévision
du relief du terrain et qui sera quasiment jamais bloqué en fait, à part sur des dénivelés très très importants. Mais ça, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Mais voilà, on a quelque chose qui est vraiment très très intéressant, en tout cas, c'est ce que je trouve très intéressant en termes de visuellement, et puis en termes de gameplay aussi. Voilà pour le petit exemple sur le Sphere Trace. Donc là, je rouvre mon projet qui a bien crash comme il faut tout à l'heure. Et on va passer au Capsule Trace. Oui, vas-y, rouvre. Voilà, donc j'en étais là. Habitation Cube. Hop, je rouvre ma map. Et donc on va voir un autre exemple qui est alors le box trace. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est exactement la même chose que le sphere trace. Hop, mais avec des box. Donc là les box en fait en input, vous allez avoir tout simplement en fait la taille de la box. Donc en x, y, z. Bon ici j'ai juste pris un float et j'ai mis la même valeur en fait sur le x, y, z. Mais voilà, ça peut avoir son utilité aussi d'utiliser une box. Donc là pour moi, bon il n'y en a pas vraiment, le sphère, enfin ici ça marche plutôt bien, mais les spare trace est plus intéressant. Donc un autre type de trace, c'est les capsules. Donc on l'a vu tout à l'heure. Voilà, ça, il n'y a pas grand chose de différent par rapport aux autres. Juste la forme voilà, qui permet de tester aussi une hauteur en fait. Ici avec les sphères, en fait vous partiez du start jusqu'au end. Donc là il dessine. En fait on a l'impression que c'est une capsule parce qu'il a dans le debug en fait c'est ce qu'il fait, il dessine une capsule en fonction voilà, de la hauteur. Par exemple là entre le start et le point touché, et le point touché et le end. Mais c'est bien une sphère en fait qui est testée tout le long de votre point A à votre point B, enfin, du start au end. Ici en fait vous allez avoir la gestion de la hauteur. Donc au lieu de vous dire par exemple je vais tester de ce point-là à ce point-là avec une sphère, et ben je vais tester directement avec une capsule. Donc ça peut valoir le coup par exemple pour un caractère. Ici mon caractère a une capsule comme collision. La collision de base d'un caractère c'est une capsule qui a par exemple en half 8 96 et en radius 55. Donc ici je vous ai fait un exemple avec un dash. Tout simplement j'aimerais, ici vous imaginez que c'est un caractère, que j'aimerais que mon personnage fasse un dash très rapide vers la droite ou vers la gauche. Comme dans des jeux, par exemple si vous connaissez Doom Eternal, vous pouvez faire des dashs voilà, en l'air ou au sol. Et ici, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que je peux faire mon dash ou est-ce que je suis bloqué par un mur ou quoi que ce soit d'autre. Donc ici, je vais tout simplement utiliser une capsule qui va avoir en fait comme radius et half 8, donc comme hauteur et comme rayon, la capsule en fait qui lui est donnée comme référence. Donc vous pouvez bien évidemment euh, hop, lui donner comme valeur ce que vous voulez, hein. Et ici en start et end, bon, j'ai refait la même chose que tout à l'heure avec l'actor location, son forward vector. Et je me suis fait deux petits boutons là dans l'éditeur pour pouvoir faire un dash vers l'avant, onward, et un dash vers l'arrière, onward. Vous avez la longueur du dash et sa vitesse. Donc on va tester ça tout de suite. Donc par exemple, je vais faire un dash d'une longueur 100 vers l'avant. Je clique vers l'avant et voilà, il fait son dash en testant d'abord s'il peut faire son dash le long de euh, entre le point A et son target. En fait, si je vais voir ici, dash example, pardon,
ici, voilà, entre sa position et son target. Je dis voilà, je veux faire un dash vers l'avant avec une longueur. Donc ici c'est 0 par défaut, mais dans mon instance c'est 200. Il va faire, il va tester en fait une capsule tout le long et il va dire ok, il n'y a rien qui touche, donc je peux faire mon dash, tout simplement. Pardon. Par contre, on va mettre un peu plus voilà, pour tester. Ici, je vais vouloir faire un dash de 5 mètres, mais je vais être bloqué par un mur. Donc ici, dans mon code, tout simplement, je lui dis si je suis bloqué par un mur, je récupère la location euh, de là où, enfin, du point touché en fait, que la capsule va toucher, tout simplement. Donc on va tester ça. Hop. Donc là, au lieu d'aller jusqu'à son target ici, la capsule touche le mur à ce point-là. Je reprends sa location. Si vous avez bien suivi, j'ai repris la location et pas la packed point. Sinon, le pivot en fait de mon acteur se serait retrouvé au milieu du mur là, enfin dans le mur. Et je vais pouvoir voilà, tester comme ça si mon personnage, par exemple, peut faire son dash vers l'avant ou vers l'arrière. Et s'il est bloqué, bah, il fait son dash jusqu'au point où il peut, tout simplement. Voilà. Voilà un exemple de l'utilisation en fait, d'une capsule trace. Donc pour finir les différents types de trace que vous avez, il y en a un peu particulier qui est le component trace. Hop. Donc pourquoi est-ce que j'ai ça? J'en sais rien. Hop. Donc là, le component trace, en fait, enfin le line trace component, va être un peu différent parce qu'en fait, il va vouloir en input un component. Donc un component, c'est ce que vous avez, par exemple ici, un arrow, c'est un component. Donc là, c'est une primitive component qui veut. Donc ça, il me semble que c'est une component primitive, je sais plus, il faudrait regarder en C++. Mais en fait, les primitive components, ça va être tous les components genre static mesh, skeletal mesh, tout votre hop, collision, hop ici, box collision, capsule, sphère. En fait, tout ce qui va avoir une collision. Donc static mesh, voilà, tout ça, tout ce que vous pouvez avoir ici, skeletal, voilà. Et il va vouloir ça en input tout simplement parce qu'il va faire un filtre, si je peux dire ça comme ça, et il va tester seulement sur la primitive qui lui est donnée en input. Donc par exemple ici, je lui ai dit, voilà, j'ai mis un acteur, en fait j'ai fait trois, hop, c'est toujours chiant à sélectionner ça, hop. J'ai fait un BP, j'ai appelé ça sum component, voilà, jamais été très créatif pour les noms de classes ou de variables. Et je lui ai simplement mis une sphère en tant que component. Donc là, elle est en route, component, avec une collision. Et du coup, je vais enlever tout ça, ça va me permettre... Voilà. Et je crois que j'ai supprimé ce qu'il fallait pas. Hop, component trace. Il va récupérer ici dans le construction script l'actor que je lui ai mis en input ici. Voilà, que j'ai exposé hop, ici. Je lui ai mis actor, voilà, que j'ai mis en instance editable. Je vais récupérer l'instance, regarder s'il est valide. S'il est valide, je récupère son root component, je cast vers le primitive component et je set ma variable primitive ref qui est une primitive component. Ensuite, au tick, il va vérifier si la primitive ref, donc ma variable, est valide. Si c'est le cas, donc ici j'ai fait un enum, voilà, c'est juste pour définir si c'est une line, une sphère, box trace ou capsule trace. Donc ici sur le line trace, il va prendre cette primitive en input. Les autres paramètres, maintenant vous les connaissez. Et il va tout simplement me renvoyer
si il touche quelque chose ou pas, tout simplement. Et on va le voir ici, en fait, il va tester seulement ce que je lui ai donné, en fait, la primitive qu'il a en input. C'est-à-dire que là, ici, j'ai beau avoir la même classe, le même component, mais comme il a un ID différent, en fait, il va pas venir tester ce component ici. Et là, dans la scène, il va venir tester seulement ce component. Donc, dans cette fonction-là, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez lui mettre quelque chose de très spécifique. Si oh là, pardon, je bafouille. Si vous voulez tester, par exemple, un static mesh bien précis, un skeletal mesh bien précis, ou une autre primitive, voilà, bien précise dans une scène, vous pouvez bien évidemment lui indiquer ici en input et il va venir tester simplement cette primitive ici. Vous avez la même chose avec le sphere, c'est un trace, donc je ne réexplique pas comment ça fonctionne. Et vous avez seulement ces deux types-là. Donc vous n'avez pas le box ni capsule. Bon après, est-ce que c'est vraiment très utile d'avoir les autres? Je pense pas. Honnêtement, j'ai jamais utilisé ce type de trace parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très spécifique. Donc là, juste pour vous montrer, je vais utiliser par exemple une autre. Je vais prendre celui-là, hop, qui va me permettre de savoir quel est. Hop, c'est celui-là qui a été sélectionné. Donc voilà, ça permet voilà, d'avoir un test très spécifique. Donc ici sur mon dernier exemple, euh, je vais vous expliquer. Hop, on va revenir sur mon line trace. Un des paramètres qu'on a vu, enfin qu'on n'a pas vu, mais que vous avez sans doute vu dans la vidéo, c'est le trace complexe. Donc on va reprendre mon line trace ici. Donc à quoi correspond le trace complexe? En fait, par défaut, vos meshs vont avoir, enfin par défaut, vos meshs vont avoir une collision. Et ils vont avoir deux types de collisions. Une simple collision. Hop. Donc là, ici, par exemple, la collision du mesh est représentée par ces formes ici. Voilà, cette collision. Donc on appelle ça une simple collision tout simplement parce qu'elle a moins de triangles et qu'elle est plus simple, elle a une forme plus simple que le mesh de base. Ici, c'est un mesh en fait qui est géré par Nanit et qui a donc beaucoup de triangles et vous pouvez bien évidemment pas faire une collision qui va venir reprendre tous les détails de la géométrie. Donc vous allez forcément être obligé euh, d'avoir une représentation plus simple en fait de ce modèle 3D dans la scène. En tout cas pour sa collision. Donc le problème avec les line trace, c'est que si vous faites quelque chose, un line trace sans activer le trace complexe, vous allez avoir ceci. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Hop, on va remettre en visibility. Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Hop là. Et là, ici, en fait, vous allez avoir la collision simple qui va vous être retournée. Donc, par exemple, ici, on a, euh, si vous vous souvenez bien, en fait, la géométrie de la collision. Donc, je sais plus exactement où c'est, ça doit être par là, voilà. Donc, la normale est la position, en fait, qui touche, et par rapport à la collision simple du mesh. Donc, vous voyez, ça peut être... bon, ici, elle n'est pas trop mal définie, cette collision-là, donc ça va. Mais on va avoir, par exemple, ici... Non, ça, je crois que c'est de l'autre côté que c'est un peu plus... Vous pouvez en fait avoir une différence assez importante en fait entre le point touché et la représentation du mesh qui peut poser problème si vous voulez par exemple spawn un décal sur ce mesh à un endroit précis. Ça peut poser problème ici, voilà, d'avoir un décal qui va être appliqué ici plutôt que par rapport à la normale du mesh.
enfin ouais, de la géométrie. Et heureusement, en fait, vous pouvez ici activer le trace complexe sur votre fonction. Moi ici, je le fais à partir de mon actor, mais en fait, vous pouvez le faire ici. Hop, voilà, activer ou désactiver. Et du coup, en fait, il va venir tester directement la géométrie du mesh. Ce qui permet en fait d'avoir, voilà, vous pouvez voir ici, on a quelque chose de beaucoup plus précis en fait. Donc il faut noter, bien évidemment, que ça a une conséquence, hein, c'est un peu plus lourd à tester que la géométrie toute simple, hein. Donc là, ici, dans ma scène, ça n'a aucune incidence sur les performances parce que bah, je teste sur un seul mesh, voilà. Mais après, si vous avez plusieurs line trace dans votre scène, qui va venir tester un mesh assez compliqué à chaque frame, vous pouvez éventuellement avoir des soucis de performance. En cumulant évidemment, hein, pas seulement en faisant un test sur un seul mesh, hein. Là, comme vous pouvez le voir, moi je n'ai pas de soucis de performance là-dessus. Donc ça, cette collision en fait va être définie ici par la complex collision. Donc là, c'est un mesh nanite, il va pas me l'afficher, tout simplement parce que vu le nombre de triangles, il va juste crash, je pense. Donc on va voir ça. Je sais pas si j'ai un autre mesh plus complexe. C'est celui-là. Hop. C'est un skeletal mesh. Oui, non, en fait, c'est un skeletal mesh. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Bon, c'est pas grave, on va le faire avec un cube comme ça. Ah, où ça, tiens. Hop. Il va pas me donner le mesh directement, évidemment. Donc ça va être dans Demo Room, mesh. Et on va le faire. Bon, on va le faire là-dessus. Hop. Donc ici, vous devez avoir une sample collision, voilà. Donc qui prend pas en compte voilà, toute la géométrie de l'objet. Et vous allez avoir en fait une complexe collision qui là en fait va récupérer en fait tous les triangles du mesh qui va voilà être testé quand vous activez en fait le trace complexe. Voilà pour le trace complexe, voilà l'exemple que j'avais ici. Donc ça peut être utile de l'activer pour certaines choses, avoir un point précis sur un mesh ici visuellement, ou pour d'autres systèmes. Et enfin, dernière partie dans cette vidéo, en blueprint en tout cas, on va voir le multi ici, hop, multi-tracing. Je vais appeler ça comme ça moi. Et en fait, c'est multi-line trace by channel. Donc ça va fonctionner exactement de la même manière que le line trace standard, mais au lieu de venir tester seulement un objet, il va faire en fait il va tester en fait tout ce qu'il y a sur s'il est bloqué, enfin s'il overlap un objet, il va venir tester le suivant. Donc on va voir ça tout de suite avec un exemple, ce sera plus parlant. Donc ici, il va vous retourner en fait, au lieu de vous retourner ici une variable, une structure, ici il va vous retourner un array, donc un tableau de structure des différents points qu'il va toucher. Vous voyez un exemple. Donc ici sur mon line trace, je vais avoir ici des géométries qui vont venir, qui vont overlap en fait la visibility. Là, le trace responses sur la visibility overlap. Donc ça veut dire en fait que le line trace va passer à travers tout en récupérant des informations sur un point qui est touché. Et il va être bloqué par les objets voilà, qui bloquent. Donc là, ça doit être par défaut, ouais, voilà, qui bloquent en fait, par exemple ici, la visibility. Donc je ne sais pas si je m'explique très bien, je vais essayer de refaire la phrase. Sur votre line trace, entre votre point A
et votre point B. Il va venir tester tous les objets sur son chemin. Ceux qui overlap, il va récupérer le premier point qui touche, mais il va continuer son exécution jusqu'à ce qu'il soit bloqué, tout simplement. Et ici, en fait, dans votre tableau, il va vous retourner tous les points qui touchent entre votre point A et votre point B. Et donc ici, moi, dans mon multitracing, dans ma fonction, je récupère le tableau. Et c'est là où il faut faire très attention, c'est que cette variable-là, dans un line trace standard, correspond au point, enfin, on vous retourne vrai quand le line trace est bloqué. Ici, ça va être la même chose. Mais du coup, si vous conditionnez votre, exécution par rapport à cette variable ici, vous n'allez pas pouvoir exécuter en fait le reste de, de vos nodes. Donc si j'essaye de vous le montrer, je ne sais plus où j'ai codé ça. Donc j'ai retrouvé en fait ce qui n'allait pas, en fait c'est tout simplement que j'avais le draw debug type ici qui était activé, donc ça faisait pas ce que je voulais. Donc ce que je disais, hop, je cherchais pendant un moment, hein. Hop, voilà. Donc ici je conditionne l'exécution de ces nodes ici, s'ils touchent quelque chose ou pas. Donc là on va voir ce qui se passe. Parce que là tant que je touche quelque chose, que le line trace touche quelque chose, donc j'ai enlevé le debug. Tout est exécuté, la fonction, enfin les nodes qu'on a ici. Pourquoi je suis en... Ah oui, alors je sais plus lequel que c'est. Bref, c'est ici que c'est exécuté, normalement. C'est peut-être celui-là, voilà. Sur mon multi ici, en fait, il touche quelque chose, donc il exécute le reste de la fonction des nodes. Par contre, si je remonte et que je touche plus, hop, hop là. Donc là, sans debug, on voit pas, mais je touche pile poil en fait la surface, la dernière géométrie. Et ici, quand je remonte, il continue d'overlap, mais comme je l'ai conditionné ici, donc ça doit pas être celui-là, ça doit être un autre. Ah, c'est celui-là. Je l'ai pas vu, tiens, du coup, c'est pas mal ça. Comme je conditionne en fait l'exécution de ces nodes par rapport au hit, si il touche rien, du coup, il va pas faire tous ces nodes-là. Donc c'est quelque chose à savoir, c'est que ici, par rapport au line trace classique, vous pouvez avoir des overlaps et il ne faut donc pas conditionner en fait votre exécution par rapport à ce booléen ici. Donc le mieux en fait, c'est vraiment donc moi ici je le fais dans ma fonction, mais le mieux en fait c'est de ne pas avoir le hit ici et de récupérer en fait celui-là sur chaque élément en fait de votre tableau. Récupérer le blocking hit qui va vous permettre en fait de savoir si vous faites un overlap, enfin si le line trace overlap la géométrie ou est bloqué par cette même géométrie. Ce qui permet ici en fait d'avoir toujours, par exemple ici mes éléments qui sont affichés en fait dans le... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Hop. Voilà, ce qui permet d'avoir tous mes éléments qui sont définés, peu importe qu'ils touchent quelque chose ou pas. Bien sûr, s'ils touchent rien, il se passe rien. Donc voilà, la fin de vidéo était un peu plus foireuse, hein, je suis désolé, j'aurais dû un peu mieux préparer la fin de vidéo. Vous avez la même chose avec les autres types de formes, en fait, les sphere trace, box trace et capsule trace
en multi ou en single en fait. Du coup, c'est la fin de la vidéo en ce qui concerne le blueprint. Et on va aller voir en fait comment faire des line trace, faire trace, tous les types de trace en fait en C++. Voilà pour ceux qui le souhaitent. Utilisateurs un peu plus avancés qui souhaitent voilà, faire ça en C++, on va le voir tout de suite. Hop là. Donc ici en fait j'ai essayé de refaire la même chose que ce que j'avais dans ma classe ici, trace step là, dans mon caractère directement. Donc ce qui est bien entre le blueprint et le C++, c'est que vous n'avez pas énormément en fait de différence. Vous allez retrouver vos vecteurs en fait pour le départ et la fin en fait, le start et le end. Ici vous allez devoir déclarer du coup votre f-it result, en fait, votre structure qui va être récupérée ici, qui va être passée en référence. Et pour faire par exemple un line trace comme en blueprint, ça va être un line trace single by channel. Donc vous avez exactement la même chose, line trace single by profile, comme on a vu tout à l'heure, le profile, et le line trace for object, je crois que c'est line trace single by object type. Donc c'est pas tout à fait le même nom qu'en blueprint. Et du coup vous allez devoir le faire à partir du world, get world, et appeler cette fonction-là. Donc passez ici votre outResult en référence, votre start et end, donc vos deux vecteurs, et ensuite ici le trace channel, définir le channel que vous souhaitez tester, tout simplement. Ici vous avez la variable param, qui est un f collision query param, qui va en fait contenir les différents paramètres qu'on avait vus par exemple en blueprint. Par exemple, comme le trace complexe, les acteurs que l'on doit ignorer, enfin que la fonction doit ignorer. Hop, si je reviens ici, c'est un peu mieux. Voilà. Donc ici, dans votre param, vous devez d'abord ajouter un in trace tag. Alors ça, c'est purement pour les debugs. Donc vous pouvez aller hop, hop, voir directement en fait les variables que vous pouvez lui passer. Et vous avez une petite description, donc c'est plutôt pas mal pour savoir à quoi ça correspond. Donc, par exemple ici, bon après quand vous l'avez fait en blueprint, vous avez pas vraiment besoin de toutes ces descriptions-là. Mais vous pouvez voir en fait toutes les variables que vous pouvez passer. Hop, je reviens dans mon caractère. Donc ici, vous pouvez directement lui ajouter hop, la classe. Pourquoi il me fait ça lui? Ma classe en fait ici, une Unreal Tutorial Character, où vous pouvez, comme je l'ai fait ici, récupérer le param et add in actor. Vous pouvez aussi le faire pour un array d'acteurs. Add in actor. Voilà, vous faut passer l'array d'acteurs ici. Votre tableau, pardon, d'acteurs. À noter que dans cette fonction-là, vous n'avez pas de debug intégré comme vous pouvez l'avoir dans la version Blueprint. Donc ici, je me suis amusé à refaire en fait un debug qui correspond plus ou moins en fait à ce qu'on a en Blueprint, sauf que j'ai utilisé mon petit plan avec la flèche là pour la normale. Donc vous pouvez récupérer les données en fait du point qui est touché avec votre out result. Et pareil, vous avez, si vous avez là-dessus, vous pouvez voir en fait toutes les données que vous pouvez récupérer. Face index, time, distance, tout ça, vous avez même la description qu'on a en blueprint au final. Hop, la path point, la normale, la path normale, tout ça. Hop, vous arrivez avec ça. Donc vous récupérez avec un point les données, en fait, les variables qui sont dans votre structure. Et donc ici, je m'amuse à faire un draw debug line. En rouge,
à l'endroit où je touche, enfin où la line trace touche. Ici, en fait, je pars en fait de ma... Enfin là, je pars du start et je vais jusqu'au point qui est touché. Et ici, je pars du point touché jusqu'au end avec une couleur verte, tout simplement. Et enfin, je dessine mon petit plan qui a les coordonnées là, comme en blueprint. Un coordonné voilà, l'impact point et l'impact normal, voilà. Sa position dans le monde et euh, sa normale, voilà, son orientation, avec sa size et sa couleur. Donc si vous vous souvenez bien en blueprint ici, hop, vous aviez une ligne voilà, rouge qui part du start jusqu'au point touché, et ensuite une ligne verte en fait qui part du point touché jusqu'à votre end. Et sur le point qui est touché, vous avez un petit... alors normalement vous avez un petit carré en fait, un petit plan carré euh, au point touché, et moi j'ai rajouté mon petit plan voilà, qui est normal à la surface. Hop. Du coup, on va voir ensemble. Oups, voilà, c'est ici. Donc ici, je me suis fait quelques paramètres. Donc bon, normalement, vous connaissez C++ si vous regardez cette partie-là de la vidéo. Donc je me suis juste rajouté un booléen pour activer ou pas le tracing, si c'est multi ou pas. Et là, je fais mon line trace avec une distance. Hop. Oui, non, il faut que je passe en save d'ici. Et voilà, je retrouve en fait le line trace qu'on peut avoir euh, en blueprint. Sauf qu'ici, j'ai pris un plan avec la normale. Donc moi, je trouve ça intéressant. Après, si vous voulez vraiment quelque chose qui correspond au blueprint, au lieu de faire un draw debug solid plane, vous allez faire un draw debug point. À noter que pour appeler ces fonctions-là, vous devez inclure dans votre classe le draw debug helper.h. Donc ici, je vais faire un reload, j'espère que ça va pas être trop long. Parce que là, le projet est installé sur un disque dur et j'ai l'impression que ça met beaucoup plus de temps, là, le reload par rapport à un projet sur SSD. Généralement, ça marche mieux que sur la version 4 d'Unreal. Sur la version 5, le hot reload fonctionne, enfin, prend mieux en compte en fait les changements que vous allez faire en fait dans votre code. Sur la version 4, c'est vrai que des fois, on pouvait avoir des doutes. Des petits changements ou des grands changements n'étaient pas pris en compte avec le hot reload, et du coup, il fallait fermer l'editor et puis recompiler à partir de l'IDE. Et ici, le hot reload fonctionne bien, j'ai l'impression. Par contre, là, alors c'est peut-être le projet, mon PC ou je sais pas quoi, mais il met un temps fou. Donc peut-être que je vais devoir couper au montage. Ce qui m'embête parce que j'ai fait tout d'une seule traite depuis tout à l'heure. Sauf au moment où ça crache. Mais bon, ça c'était pas vraiment de ma faute. Enfin si, peut-être à force de trifouiller là en simulate, il aime pas trop là quand on vient modifier les propriétés des objets en simulate. C'est enfin fini! Bordel, ça a pris un temps fou. Donc juste pour montrer la différence, voilà, ça a pris un temps fou, juste pour compiler, c'est incroyable. Bref, du coup on se retrouve avec quelque chose qui est totalement similaire au blueprint. Donc voilà, il m'a fallu 3 secondes pour vous expliquer ça, et environ 10 minutes pour compiler, c'est super. Donc évidemment, il fallait qu'il me fasse ça pendant la vidéo. Bon bref. Donc ici, c'était pour faire notre line trace single by channel. Donc là, ici, single, c'est pour définir la différence entre un line trace simple et l'autre avec un line trace en fait multi.
line trace multi-bichannel. Donc ici, bon, c'est plus pour le start et le end. C'est le même principe qu'en Blueprint, sauf qu'ici, pour mon une tutorial character, j'ai récupéré en fait la camera location ainsi que l'actor forward vector, tout simplement, avec mon trace distance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer sur le line trace? Il me semble que c'est bon. Oui, voilà. Bon, après les debugs, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein. Moi, je les fais ça ici. Euh, Aussi, j'exécute cette fonction-là sur le tick. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de faire les line trace au tick. Vous pouvez les faire simplement, genre quand vous appuyez sur une touche ou lors d'un event, sur une frame, évidemment. Pas, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le tick. Donc là, pour l'exemple, moi, je le fais sur le tick, c'est plus simple. Et donc vous allez avoir la même fonction pour les autres types en fait de trace, donc des traces par des shapes en fait. Donc ici c'est ce qui va vous demander en fait, c'est la fonction sweep single by channel. Donc vous allez avoir la même chose, sweep single by object type et sweep single by alors, by profile, un truc comme ça, ouais voilà, by profile. Donc on va voir ensemble après ce qu'il faut mettre comme input sur cela. Et en fait, vous allez devoir mettre les mêmes paramètres là ici en input. Vous avez juste un quaternion ici. Euh, Personnellement, le quaternion ici, je le mets en identity. En fait, il va récupérer euh, la, le quaternion en fait de la classe, donc la même rotation. Vous pouvez bien évidemment lui donner en fait une rotation la rotation que vous voulez, hein. Par exemple ici, sur mon line trace, j'avais fait une box, j'avais fait un draw debug box, et sur mon quaternion, en fait, j'avais récupéré la rotation de la caméra, tout simplement, pour avoir une box qui reste alignée par rapport à la caméra. Donc vous avez votre trace channel ici, et c'est ici le plus intéressant, votre F collision shape, vous allez pouvoir lui dire de faire soit une sphère, une box et une capsule. Vous allez retrouver les mêmes paramètres qu'en Blueprint, ici le radius pour la sphère, le box size, donc un vecteur pour votre box, et ici sur votre capsule, bah, le radius et le half-8, tout simplement. Et vous pouvez bah, faire vos debugs en fonction de votre shape, donc ici un draw debug sphère, un draw debug box et un draw debug capsule. Donc vous en avez plein d'autres, hein, des draw debug. Hop. Ici vous avez box, component, je sais même pas ce que c'est component tree. Ok. Les box, caméra, capsule, circle, cone, crosshair, cylinder, bon bref, voilà, vous pouvez aller voir, il y en a un bon paquet. Et donc ici en fonction de mon switch, dans mon trace type, voilà, bah, je fais les différentes types de trace. Donc voilà ce qu'il y a à dire en C++. Pour les différents types de trace, enfin, c'est un peu la même chose que ce que je dis. Je sais pas comment expliquer ça. Là, vous avez votre channel. Ici, vous avez votre profile, ce qu'on avait en blueprint, qu'on a vu tout à l'heure avec le profil. En fait, pareil, ici, vous mettez votre texte. Donc, vous pouvez bien évidemment exposer tout ça en blueprint, hein. Et ici, par exemple, je crois que je l'avais fait. Voilà, ici, vous pouvez mettre le fname. Là, je me suis mis un array, en fait, je crois pas que ce soit celui-là. Non, c'est celui-là. Ici, je me suis mis un array, c'est pas tout à fait le même, hein. Même si ça fonctionne, mais c'est pas tout à fait le même. Je me suis fait un array pour en fait définir ici ce qu'on a vu tout à l'heure là sur le line trace for object. Donc là ici, hop, je me mets mes
en Blueprint, ouais, j'ai exposé cette variable-là, ce qui me permet ensuite en C++ sur mon hop, object, ouais, je reviens sur le ifname vite fait, je sais même plus ce que j'avais mis comme trace profile. Hop, vous pouvez bien évidemment mettre voilà, votre variable ici, si vous voulez pas coder ça en dur évidemment. Pareil ici en fait vous allez pouvoir vous allez faire en fait sur votre line trace single by object type, il va vous demander en fait le f collision object query param et vous allez pouvoir en fait ajouter donc là directement en C++, donc plus ou moins en dur, ajouter vos différents e-collision channel où vous allez pouvoir ici, moi je me suis fait un petit for each, enfin c'est plus ou moins un for each en fait par rapport au blueprint, où vous allez je vais ajouter par exemple ce que j'avais mis dans ma variable, dans mon object type. Il me semble que c'est comme ça que je l'avais. Ouais, j'ai mis ça dans object type. J'ai repris ça ouais par rapport à object type, mais normalement c'est object type queries. Oui, c'était ça la différence, ouais. J'avais mis object type queries ici. Et je crois que je pouvais mettre. Parce que là ici, en fait, il fait une conversion euh, directement. Et je pouvais mettre mon object type, object query par exemple, voilà. Là du coup vous n'avez pas de conversion. Ici pareil vos param qui correspondent au même, voilà, le trace complexe, tout ça, les acteurs qu'il va ignorer ou pas. Et ça se fait toujours par rapport au get world. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié? Le multi, bon c'est exactement la même chose, sauf que bah, ici vous allez faire un for classique ou un for each, bref ce que vous voulez pour récupérer en fait votre tableau. Donc ici c'est un tableau tout simplement de f8 result au lieu d'un tout simplement d'une variable, ouais, une variable simple. Et je m'étais, ouais j'avais fait plus ou moins la même chose, essayer de refaire plus ou moins le même debug en fait que sur la version Blueprint. Ici, ouais, j'avais fait de manière différente. Donc ici, c'est comme un for each en fait. Il va parcourir les éléments de votre tableau. Et ici, je l'ai fait, c'est manuel, je dirais, en déclarant là ici votre un int, récupérant le nombre d'éléments dans votre tableau ici. Et i++, bon voilà, si vous connaissez C++, c'est quelque chose de classique. Normalement, il y avait sur mon component pour faire un peu ce qu'on a sur le blueprint ici avec les components ici, en line trace by line trace component. En C++, vous allez tout simplement, au lieu de partir de getWorld, vous allez le faire par rapport à un component. Donc ici, sur mon caractère, je vais tout simplement récupérer mon mesh qui s'appelle mesh 1p, il me semble. C'est tout en haut. Voilà mon skeletal mesh, qui s'appelle mesh 1p. Donc je vais le faire ici par rapport mesh 1p. Hop. Et je vais tout simplement lui demander de faire un sweep. Non, c'est line trace component, tout simplement. Et vous allez devoir lui donner, bah, par exemple, les mêmes inputs. Et si vous voulez le faire par rapport à une sphère ou autre chose, c'est là où c'est un sweep component. Et il va vous demander ici le collision shape. Donc par rapport au blueprint, vous pouvez lui rajouter la box et la capsule. À vous de voir si c'est quelque chose d'utile. Voilà, ça peut. Il y en a pour tous les cas. Bien évidemment, ici je pars d'une primitive qui est dans ma classe, mais vous pouvez bien évidemment récupérer voilà, une primitive sur un autre actor, dans le monde ou quoi, et faire votre
faire l'appel de votre fonction à partir de cette primitive. À partir de getWorld aussi, j'avais vu qu'on pouvait faire un... Alors, je vais mettre component. Ouais, component sweep. Et un... Il me semble qu'il y avait un line trace component, mais je suis pas sûr. Line trace. Ouais, il me semblait qu'il y avait un autre, mais du coup là vous avez un component sweep multi à partir du getWorld. Donc là il vous faut que lui indiquer en fait en input la primitive, forcément. Hop. Il me semble qu'à partir du mesh, hop, un P, si je fais un line trace, il me semble que je n'ai pas. Bon, j'ai pas l'impression. Il me semble que je n'ai pas de multi en fait, c'est du simple. Donc ça, on pourrait aller voir directement dans la classe. Je sais plus, je crois que c'est primitive component. Ici, vous avez le line trace, le sweep, component overlap. Bref, faudrait regarder, voilà, faire une recherche dans primitive component si vous avez un line trace multi, mais bon, comme ici c'est pas appelé line trace single, je doute qu'il y ait ça. Après dans le World, voilà, vous avez quelques fonctions à voir dans euh, le world.h, il me semble que c'est comme ça. Hop, là c'est actor, c'est la classe ici. Ouais, voilà, c'est dans uworld. Donc dans la classe world.h, pareil, allez voir si il y a d'autres fonctions pour ça. Mais voilà pour moi en ce qui concerne le C++, il me semble que j'ai rien d'autre à vous dire. Oui, là maintenant vous pouvez, que ce soit en Blueprint ou en C++, utiliser les différents types de traces qui existent dans l'Unreal Engine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me balancer des commentaires, bons ou mauvais d'ailleurs, hein. Je suis pas contre la critique, hein, si elle est bien faite, voilà, si vous avez des arguments pour m'améliorer évidemment. Donc continuez à développer et à la prochaine.